Alors Philippe, j'aimerais aussi vous poser la question pour vous, finalement, quelles sont les options possibles pour améliorer notamment un des problèmes que vous avez mentionné dans votre article par rapport à la coordination en fait entre les différentes parties prenantes qui doivent en fait répondre ensemble de manière optimale à ces urgences sanitaires. Donc, quelles sont aujourd'hui les options qu'on pourrait envisager? Et il y a deux niveaux de gravité ou d'urgence à considérer. Je pense que dans le cas le plus pur, au niveau initial d'une urgence, mettons, une épidémie ou une catastrophe naturelle, euh, on ne peut pas éviter qu'il y ait des acteurs euh, différents dans leurs compétences, dans leur couverture géographique, dans leur capacité, dans leur qualité même. Donc euh, la, la coordination, finalement, en absence d'une autorité légalement reconnue internationale qui a le pouvoir de coordonner, les États éventuellement eux-mêmes, mais il n'y a pas d'instance internationale contraignante. Je pense que ça va être une espèce de ça va rester une espèce de situation darwinienne ou qui va fatalement évoluer au cas par cas. Est-ce que c'est une solution satisfaisante? Non, évidemment pas. Mais là, je pense que les leçons des situations passées peuvent éventuellement être tirées pour expliquer, pour analyser pourquoi le manque de coordination a été un obstacle dans l'épidémie d'Ebola. C'est pas tellement qu'il y avait un manque de coordination, c'est qu'il y avait un manque d'acteurs. Dans la campagne d'éradication de la poliomyélite, c'est pas un manque de coordination non plus, c'est un problème de crédibilité et de confiance. Donc, je ne mettrais pas nécessairement la coordination euh, au centre des débats, dans des situations, je dirais, usuelles. Maintenant, il y a une autre dimension où l'aspect de la coordination est beaucoup plus essentiel, c'est que toutes les situations catastrophiques euh, engendrent des désordres sociaux ou risquent d'engendrer des désordres sociaux qui peuvent être extrêmement graves. Et je pense qu'en Afrique de l'Ouest, on aurait pu atteindre un niveau de gravité beaucoup plus important si la situation sanitaire avait évolué vers une résurgence des guerres civiles, des situations de famine et des situations alors pour le coup, d'insécurité. Euh, alors ça, c'est une dimension qui, je pense, doit être prise en compte et où là, la coordination devrait être contraignante. Euh, je pense qu'une maire, c'est la création de cette instance de coordination ad hoc pour la réponse aux épidémies d'Ebola en Afrique de l'Ouest, c'est un exemple qui était important. Je pense que c'était logique qu'une mer soit créée, mais c'est le symptôme d'un déficit à ce niveau-là de coordination des éléments, des dimensions multiples qu'un événement sanitaire peut avoir. Je n'ai pas entré, j'ai pas la compétence entrer dans les détails, mais je pense qu'il y a des mécanismes au niveau des Nations Unies qui existaient pour la coordination des aspects sanitaires, civils, d'approvisionnement, qui n'ont pas été mis en place. Donc il y a eu une certaine déficience qui était palliée par un système ad hoc. Euh, Ce qui m'amène à une troisième réflexion, en cas de désordre profond ou de collapsus d'une société suite à un événement épidémique, par exemple, quel serait le rôle de, de, des forces armées, voire de forces armées internationales. On a beaucoup parlé, puisque je travaille chez MSF, on a beaucoup commenté l'appel à deux reprises d'ailleurs
devant le Conseil de sécurité des Nations Unies l'appel de notre président, Dr Johan Liu, à des ressources militaires. Je pense que cet appel a été parfois mal interprété. L'idée, c'était que devant l'accélération de l'épidémie, le fait que les ONG internationales se trouvaient seules à répondre, on a fait appel à toutes les ressources humaines, toutes les compétences professionnelles. Ce n'était pas un appel à une réponse militaire en soi. On pourrait un jour imaginer malheureusement une situation de désastre total avec où la sécurité est menacée, mais au-delà de la sécurité sanitaire, ce serait une vraie sécurité. Je pense qu'il y a des mécanismes qui se mettront en place, mais ça doit faire partie des scénarios possibles. Il y a un exemple historique que je cite parfois, c'est que aux îles Samoa, pendant la pandémie de grippe tellement dévastatrice en 1918, 50% de la population est morte, non pas tellement des causes de la grippe, mais parce que l'approvisionnement des îles en aliments a été complètement stoppé et les gens sont morts de faim plus que de la grippe elle-même. Donc ce sont des scénarios à anticiper. Et de ce point de vue-là, le concept de développement urbain n'est pas résilient du tout. Je pense que nous discutions précédemment de la question est-ce qu'il s'est arrivé ici en Europe. Je pense que peut-être la réponse dans un premier temps serait plus efficace, plus technicalisée, mais très vite on atteindrait un niveau de saturation des capacités de réponse et je pense que finalement on ne serait pas beaucoup mieux préparé malgré les investissements techniques. Donc il faut penser en termes de préparation bien sûr à des réponses techniques et des réponses techniques simples. Les vaccinations, les campagnes de vaccination restent évidemment au centre de la riposte aux épidémies, mais aussi le maintien des fonctions vitales d'une société urbaine. Et là, je pense qu'on y pense très très peu. Philippe, merci beaucoup. Absolument, je pense que vous avez bien établi le cadre en fait où on peut voir certains manques qui ne sont pas encore effectivement forcément comblés ou adressés de manière appropriée. Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous venez de dire, de votre expérience, comme vous avez expliqué très bien, on a de plus en plus d'épidémies qui s'enchaînent. Et d'ailleurs, par rapport à cet enchaînement, quel serait en fait le laps de temps qu'on doit prévoir, par exemple, entre deux épidémies, pour avoir cette capacité dont vous parlez de préparation, de prévention en fait de ces épidémies? Je ne poserai pas la question comme ça, parce que je dirais que le laps de temps, on ne le contrôle pas. C'est la nature qui le contrôle. Comme je l'ai dit au début, je pense que ce laps de temps va se réduire de plus en plus. Les épidémies vont s'accélérer. La fréquence des épidémies va s'accélérer. On pourra même très bien imaginer des situations d'épidémies simultanées. Si la situation avait continué à s'aggraver en Afrique de l'Ouest, on aurait pu très bien imaginer que le déficit du système de santé ait amené à une résurgence de l'épidémie de fièvre jaune, de choléra, la malaria. Une des actions de MSF, ça a été de distribuer des traitements prophylactiques contre la malaria, qui était, je pense, une mesure qui faisait du sens. Donc, non seulement les épidémies vont s'accélérer, la fréquence des épidémies va s'accélérer, mais la dévastation sanitaire causée par une épidémie va faire le lit d'autres épidémies qui, normalement, n'existeraient pas.
Donc tout ça pour dire, encore une fois, qu'il faut penser en termes génériques et qu'il faut penser en termes de cause de cette accélération de cette épidémie. Et je suis un petit peu frappé quand on parle de sciences de l'environnement et de santé et environnement. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, il y a beaucoup de colloques qui utilisent le concept de on dit mitigation en français, mitiger, ce qui est très valable, mais on devrait mettre en priorité le concept de changements structuraux. On est toujours dans un cadre réactif. Et effectivement, ces changements structuraux des sociétés amènent à repenser un certain modèle de développement. Un développement basé sur l'exploitation des ressources naturelles à outrance et accéléré, qui est un concept macroéconomique qui, je pense, non seulement est faux, va arriver à une limite normale suite à l'épuisement des ressources, mais qui en plus entraîne des effets secondaires, notamment ce risque accru de désastres et d'épidémies qui va devenir incontrôlable.